La séance de ce soir, d'abord une initiative du groupe FEADI-FESEC UCL que j'ai la chance de présider et se veut un moment d'arrêt sur le métier, la carrière d'enseignement et surtout permettre à vous, chers étudiants, de rencontrer des acteurs de terrain, de les interroger, de partager vos craintes, vos inquiétudes, voire de laisser vos coordonnées, un CV, que sais-je. Mais on veut réellement passer cette soirée sous le plan de la convivialité et de l'échange. Donc, si un jour, vous avez des questions par rapport à votre avenir dans la carrière d'enseignement, c'est le moment, c'est l'instant de vous motiver pendant ces 2 heures et d'oser la question. Et donc, au sein du groupe FEADI-FESEC, nos réflexions nous ont amené à la conclusion que le métier d'enseignant, même si on le côtoie, reste mal connu, et reste mal connu des étudiants, et parfois même des étudiants qui ont choisi l'agrégation. Nous côtoyons des enseignants à tout niveau, mais finalement, on ne connaît pas toutes les possibilités offertes par ce métier, et on connaît encore moins les subtilités de réseau, de type d'enseignement. Ce sont des notions qui sont plus floues. Et quand on parle de procédure de candidature, le brouillard s'installe. Et donc le but de cette séance d'information, c'est d'éclaircir ces notions, ouvrir le champ des possibles. Et vous verrez que cette ouverture, elle va à la fois vers des métiers différents, mais aussi des régions différentes, et nous y tenons beaucoup. Alors, concrètement, nous allons avoir 3 temps, on va dire. Dans un premier temps, Gilbert Brancard, directeur du Collège Sainte-Gertrude de Nivelles, présentera le contexte du métier et les aspects liés au réseau et au mode de candidature. Ensuite, vous aurez un moment que personnellement je trouve toujours très fort, où 6 intervenants, directeurs et directrices, vont parler de leur expérience, de leur vécu et de leur vision du métier d'enseignement au sein de leur établissement. Et donc ces témoignages vont apporter, je l'espère, un éclairage nouveau sur certaines représentations que vous avez et peut-être aussi vous apporter simplement des informations supplémentaires, de la curiosité qui, nous l'espérons, vous forceront à peut-être envisager d'autres voies que celle rectiligne à laquelle vous pensez depuis quelques mois. Et finalement, dans le dernier temps de cette rencontre, vous allez pouvoir rencontrer une quinzaine de directeurs et directrices de toute notre région wallonne et bruxelloise. Et vous aurez l'occasion de poser vos questions, d'avoir un moment d'interaction. Et d'abord, un grand merci à eux pour leur disponibilité et leur présence ce soir. Et j'espère que ces échanges je dirais bilatéraux, apporteront de la satisfaction de part et d'autre de chaque table. Et pratiquement, ces rencontres se dérouleront dans plusieurs salles. La salle de la maquette au 2e étage, ici bas. Oui, pardon, voilà, je me trompais. Oui, ici en bas. J'ai l'impression d'être au 1er, mais non, c'est faux, nous sommes au 3e. Donc, dans la salle du Sénat académique, un peu plus loin sur ma droite, voilà, donc sur la gauche de la salle. Ouf, j'ai réussi mon exercice d'orientation. Et donc, pour vous aider, vous avez la liste des directeurs et des directrices et la répartition qui est affichée sur les petits papiers que vous avez sur chaque chaise et aussi sur différents lieux, murs et fenêtres de cette salle de la tapisserie. Donc avant de passer la parole à Gilbert Brancard, je le tiens à le remercier pour son investissement continu dans cette bourse à l'emploi, ainsi qu'au professeur Guylain Carlier. Donc c'est un tandem tout à fait intéressant à l'initiative de cette soirée qui nous permet de vous offrir quelque part ces moments d'échange. Alors, comme toute organisation, merci à l'aide technique, merci aussi à l'aide organisationnelle et un merci particulier à Béatrice Rocchigny, si elle est dans la salle. Voilà, merci pour tout le dévouement qu'elle consacre à ce moment de rencontre. Ce soir, malheureusement, je ne pourrai pas rester très longtemps parce que je dois présider un conseil d'administration
d'Univers Santé qui a été malencontreusement planifié au même moment. Donc je ne pourrais pas écouter ce beau moment des témoignages, mais je voudrais vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une soirée riche en découvertes, riche en contacts, riche en échanges. Je vous remercie de votre présence et je passe la parole à Gilbert Brancard. Merci, bonne soirée. Voilà, effectivement, d'après moi, 9e édition du Forum à l'emploi. C'est toujours effectivement un moment important parce que vous êtes là. Et le fait que chaque année, je vois que la salle devient de plus en plus petite par rapport au nombre de personnes qui sont présentes ici, ça me montre qu'effectivement, il y a de votre côté une demande importante de clarification par rapport au métier d'enseignement, au métier d'enseignant ou d'enseignement que vous allez peut-être choisir demain pour votre profession et votre vie future. Donc c'est un moment important. Merci à l'université parce que les premières années, on n'avait pas de micro, puis on a eu un micro, mais on ne savait pas très bien comment ça fonctionnait. On allait le chercher dans la petite cabine. Maintenant, je vois que depuis 16 heures, il y a là des jeunes qui sont en train de s'occuper à faire en sorte que tout ça fonctionne. Et donc, merci à monsieur le vice-recteur de nous préparer maintenant cette salle, qu'avant, avec Béatrice, on venait mettre les chaises aussi, je me rappelle une année. Donc, on a fait plein de choses pour que ça puisse fonctionner et j'espère que vous aussi, aujourd'hui, vous trouverez une information qui vous paraît essentielle. Alors, pour moi, ce qui est essentiel dans cette première partie, puisqu'on va diviser le temps de cette soirée en deux, la première partie, c'est de vous ouvrir au monde de l'enseignement. Beaucoup d'entre vous venez d'une école de l'enseignement général, souvent, puis vous avez été à l'université, puis etc. Mais il y a plein d'écoles autres que l'enseignement général, et ces écoles-là, je voudrais vous les faire découvrir aujourd'hui. Et donc, c'est un moment important pour moi, cette première partie, parce que c'est l'ouverture vers le monde de l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas que le bon collège Sainte-Gertrude de Nivelles. Il y a bien d'autres écoles qui sont intéressantes et qui ouvrent peut-être le métier d'enseignant sur autre chose que la transmission d'informations, la transmission de connaissances, etc., qui sont importants. Mais il y a un autre monde dans l'enseignement qui est important aussi à toucher, qui est l'aspect social de l'enseignement. Et donc ça, je veux vous le faire partager avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, dans la salle, vous trouverez des directeurs qui viennent d'un peu partout, dans le sens où il y en a qui viennent de très loin, et c'est par lui qu'on commencera tout à l'heure, puisqu'il a fait le plus grand trajet, puisqu'il vient de Marche-en-Famenne. Il y en a d'autres qui viennent de Louvain-la-Neuve, puisque nous aurons la direction du lycée Martin V, mais il y a des gens de Nivelles, il y a des gens du Hainaut qui seront là, etc. Donc vous pourrez choisir vers quel type de directeur vous avez envie d'aller, mais aussi vers quelle région vous avez envie d'aller aussi. Mais évidemment, je ne sais pas vous proposer tous les directeurs de toutes les régions ce soir, mais enfin, on est entre 15 et 20 ce soir, donc n'hésitez pas à venir nous contacter. Alors moi, je vais vous dire ceci. Comment postuler? Parce que c'est un des titres. Je vais être très bref là-dessus, parce qu'en fait, c'est très simple de postuler. Chaque jour, quand j'allume mon ordinateur, j'ai un mail, au moins, avec un CV. C'est la façon la plus simple aujourd'hui de postuler. Mais je crois que vous l'entendrez dans les interventions qui vont venir maintenant, le métier de l'enseignement, le métier de l'enseignant, c'est un métier où l'on travaille d'abord sur l'humain. Avec les élèves, vous serez toujours dans un rapport d'humanité. D'ailleurs, vous serez avec des élèves qui sont en humanité. Alors c'est bien de nous envoyer des CV, mais moi je considère que l'enseignant que j'ai envie de rencontrer, justement j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de le voir. Il y a des échanges de regards, il y a des échanges de paroles qui feront toujours mieux que les mails. Alors évidemment, si tous les jours au matin, plutôt que de recevoir un mail, j'ai un postulant devant ma porte, ça ne va pas non plus.
D'accord? Mais chaque année, je dis, il y a pour moi des moments importants. Envoyez-nous les CV. C'est important de les envoyer parce que quelque part, à un moment donné, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine pénurie dans l'enseignement, donc on est bien content d'aller voir les CV qu'on a reçus par la poste ou par mail, et de faire là-dedans un petit tri lorsque l'on cherche. Mais au-delà de ça, si vous habitez dans une certaine région, parce qu'il ne faut pas non plus faire des centaines de kilomètres, allez voir les directeurs, allez les voir. Alors, pour moi, il y a toujours une période qui est un peu favorable à ça. C'est celle qui est tout au début du mois de juillet. Pourquoi? Parce que maintenant, au mois de mai, nous allons voir avec quelle enveloppe d'heures nous allons travailler, quels sont les enseignants que nous allons rechercher, évidemment. Et donc, à la fin du mois de mai, en général, dans beaucoup d'écoles, l'enseignement général de transition, etc., les choses sont très claires. Dans l'enseignement qualifiant, ça l'est peut-être un peu moins à ce moment-là, mais les choses sont relativement claires. Après, c'est les examens, donc on n'est pas disponible parce qu'il y a les examens et les délibés, mais ces 10 premiers jours du mois de juillet, en général, on se dit l'année scolaire est finie, d'une part, donc les soucis sont un peu derrière nous. Venez nous interpeller si effectivement vous dites, tiens, j'habite dans cette région, il y a des écoles, ben c'est peut-être le moment où il faut venir nous voir. Parce qu'une fois que le 15 août est passé, chaque directeur est toujours un peu anxieux de savoir si tout va fonctionner le 1er septembre, et donc on a peut-être un peu moins de temps à ce moment-là à vous consacrer. Mais moi, c'est toujours, en tout cas, un bonheur de rencontrer les gens. Les rencontrer, c'est important. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, mais n'hésitez pas non plus à nous envoyer des CV par la poste ou par mail, bien entendu. Moi, parce que je suis vieux, peut-être, j'aime toujours bien aussi la petite lettre avec le CV qui est écrite à la main. Mais je suis d'un autre temps, les collègues plus jeunes connaissent moins bien ça. Mais enfin, soit. Donc, voilà. Mais ma fille, quand elle a commencé, puisque ma fille est enseignante aussi, je lui ai dit de faire la petite lettre à la main. Je ne sais pas combien elle en a fait, mais elle a écrit à la main, oui. Pas des photocopies, à la main. Mais ça, c'est l'âge qui le veut, d'accord? Les directeurs qui sont plus jeunes que moi, évidemment, travaillent bien entendu bien plus avec les photocopies, les ordinateurs, les mails, etc. Mais c'est important de le faire aussi, de vous faire connaître de toute façon. Puis vous verrez qu'il y a une autre façon de se faire connaître, c'est celle d'aller interpeller les CDS. Ce sont les secrétariats diocésains, on est dans l'enseignement libre, donc c'est organisé par diocèse. Et il y aura tout à l'heure 2 personnes, une pour le CDS de Bruxelles-Brabant-Wallon, donc du diocèse de Malines-Bruxelles, qui prendra la parole, qui est d'ailleurs ma directrice diocésaine, et quelqu'un qui représente le CDS de Namur-Luxembourg, qui vous expliquera en quoi les CDS peuvent être aussi pour vous des moyens de vous faire connaître dans les écoles. Ça va? On est d'accord? Là-dessus, au-delà de ça maintenant, eh bien, je vais inviter celui qui vient plus loin, c'est-à-dire de Marchand-Famel. En général, il vient avec quelque chose en main, mais cette année-ci, je crois qu'il a oublié. Voilà. Pour vous parler de qu'est-ce que l'on vit dans une école d'enseignement général ou de techniques de transition éventuellement, dans une petite ville rurale de Marchand-Famel. Donc, Pierre Fourneau. Bien, bonjour à tous et à toutes. Une petite présentation pour vous situer d'où je viens. L'enseignement libre de Marche organise une école du premier degré, l'Institut Sainte-Julie, 750 élèves, ce qu'on appelle la pépinière, et puis une filière d'enseignement de transition, 1000 élèves, une filière d'enseignement de qualification, 1000 élèves, avec un CFA, un centre de technologie avancée, un internat, un peu de tout. D'une certaine manière. 4500 heures NTPP, ce sont les heures avec lesquelles nous organisons l'emploi. Ça vous donne un peu une idée de la puissance, entre guillemets, de notre structure. On a 315 profs, quand on met tout ensemble, profs et éducateurs. Nous sommes dans la province de Luxembourg, terre d'accueil, bien sûr, ardeur d'avance. Et petite surprise, mais c'est pour la fin, sinon vous ne m'écouterez pas de manière attentive. Notre public est un public, je caricature un peu et je m'en excuse, est un public que je dirais catho, bourgeois et paysan,
Catho, ça veut dire qu'il y a référence à des valeurs qui sont vraiment liées aux valeurs dans l'enseignement libre. On n'est pas dans certains bassins à coloration politique ou idéologique différente. Bourgeois, on est dans un milieu relativement encore favorisé en termes de profil social. Et paysan, au sens noble du terme, proche de la terre, proche de la valeur rurale. On n'est pas dans un grand centre urbain. C'est une de nos caractéristiques. Chez nous, on a 2% de population étrangère. Tout à l'heure, il y a des collègues qui témoigneront du travail à faire dans l'enseignement avec des classes où il y a 75% d'élèves qui ne maîtrisent pas la langue française de notre communauté, parce qu'ils sont d'origine étrangère, entre autres. Voilà, c'est pour situer un peu le contexte dans lequel je travaille. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de l'enseignement de transition. C'est celui que vous avez sans doute suivi et que vous connaissez le mieux, puisque c'est celui qui vous a amené ici. Transition, ça veut bien dire transiter. Et on transite vers quoi? Vers l'obtention de son certificat d'enseignement secondaire. Et quand on l'obtient, ce précieux sésame, je dis toujours à mes élèves, vous êtes condamnés à poursuivre. Quand on sort de l'enseignement de transition, on n'a rien. Sinon, le ticket d'entrée pour poursuivre. Et poursuivre et faire quoi? Un nouveau cycle de formation, c'est ce cycle que vous terminez aujourd'hui. Sur les 100 petits élèves qui étaient en première rénovée à l'Institut Sainte-Julie, combien pensez-vous termineront un cursus universitaire comme vous? 6. Ça vous donne la différence qu'il peut y avoir dans les parcours de vie. Tout le monde ne fait pas un parcours universitaire de formation complémentaire, entre autres après avoir suivi l'enseignement de transition. On organise tout. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça va du latin, du grec, des sciences éco, de l'immersion, dans les options groupées, les sciences sociales éducatives, l'éducation physique, l'informatique, les scientifiques industriels, le foot-études, tout, c'est très large. C'est très large et moi j'aime parler de l'enseignement de transition à option de base simple ou à option groupée. Je n'aime pas trop le vocable général et technique. Je préfère dire transition avec des menus qui sont différents mais qui amènent à l'obtention de ce CESS qui condamne à poursuivre la formation dans un cycle complémentaire. Quand on est prof, 2 petites réflexions, 2 axes de travail. Un travail important au niveau de la relation et de la gestion du groupe. Ça, c'est une partie importante du métier. Et en transition, ce sont des groupes de minimum 28 à 32 élèves. Des collègues vous parleront de groupes d'élèves à 6 ou 8 élèves, en fonction de la spécificité de ce public. Mon public, c'est un public de 28 à 32 élèves. Et deuxième axe de travail, c'est l'axe du savoir, de l'apprentissage, de la compétence, de apprendre à apprendre. Et on doit être efficace si on veut effectivement faire que ce CESS puisse donner des chances de réussir dans le supérieur. Je vous ai cité tout à l'heure un chiffre de réalité. 4 relations importantes quand on est prof. Une relation avec sa classe, une relation avec son cours, sa matière. En général, vous l'aimez bien, vous en êtes des spécialistes, c'est parfois même un peu trop, parce qu'on s'imagine que tout le monde est aussi spécialiste que soi. Une relation avec les collègues, à la fois de manière verticale et aussi de manière horizontale, et bien sûr une relation avec la communauté éducative, avec l'établissement, l'esprit d'école dans lequel vous vivez. 4 relations, classe, cours, collègues et la communauté scolaire. Comment se faire engager? Je ne développerai pas, Gilbert en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je dirais que chez nous, on essaie d'être attentif quand on engage un prof à essayer de lui donner des heures un peu dans les différentes formes d'enseignement, aussi bien en transition, option de base simple ou option groupée, en qualification, au premier degré, deuxième, troisième degré, on essaye de ventiler un petit peu la fonction. J'aurais un petit conseil à donner, c'est que si vous n'avez pas besoin de besoins alimentaires et de besoins financiers, c'est peut-être de négocier à ne pas être engagé à temps plein.
et de prendre peut-être un peu de temps pour entrer dans la fonction. Parce qu'entrer dans le métier d'enseignant, ce n'est pas quelque chose de facile. Et vous devez demander le soutien de vos directions, bien sûr. Vous devez demander le soutien de vos collègues et vous aurez l'occasion aussi tout à l'heure de pouvoir bénéficier, on vous en parlera, des soutiens du service diocésain, de la FESEC et des différents conseillers ou autres. Osez dire vos difficultés, prenez du temps pour entrer dans le métier et donnez-vous ce temps et osez dire si vous avez difficile. En conclusion, je dirais que si vous êtes là, c'est que vous avez envisagé le travail d'enseignant. Et si vous avez envisagé ce travail d'enseignant, c'est peut-être parce qu'un jour vous avez eu un visage devant vous, vous avez rencontré un enseignant qui vous a donné l'envie de vous-même devenir enseignant. J'ai à mon tour alors le souhait de vous inviter à vous épanouir vraiment et à devenir vous-même, pour les enfants qui vous seront confiés, un visage qui les aidera à grandir en humanité. Et si vous voulez venir à Marche, Neuchâtel, Arlon, Bastogne, Virton, parce que le monde ne s'arrête pas au Tigny, je peux vous dire que on a en plus, nous, dans la belle province, une arme qui fait qu'on reçoit beaucoup plus de CV qu'ailleurs, c'est que quand on travaille chez nous, on a l'occasion de goûter un bon Orval et de partager un bon moment autour du métier d'enseignant avec nos élèves. Bonne chance dans votre travail. Tu peux reprendre ta place et tu... Non, très bien. Voilà, donc une forme d'enseignement, l'enseignement de transition que vous avez connu pour la plupart d'entre vous. À côté de l'enseignement de transition, dans ce qu'on appelle nos écoles habituelles, etc., il y a aussi l'enseignement qualifiant. Et souvent, dans les écoles d'enseignement qualifiant, on trouve juste à côté un CFA. Attention, n'inversez pas les voyelles, parce qu'alors ça devient un café ou une boîte d'Orval. D'accord ? Alors, Monsieur Antoine, qui est un directeur de Wavre, donc une ville voisine, va vous parler un petit peu de l'enseignement qualifiant et peut-être surtout aussi de votre place, éventuellement dans l'enseignement en alternance. Monsieur Antoine ? Voilà, dans la salle, je viens de beaucoup plus loin que Monsieur Fourmeau, mais professionnellement, je travaille à Wavre, donc ici tout près. Et pour préciser un petit peu l'établissement que je dirige, il s'agit d'une école technique et professionnelle qui compte environ 1000 élèves qui sont répartis sur 2 implantations bien séparées. Une de ces implantations accueille 600 élèves qui suivent les cours de plein exercice, donc toute la semaine à l'école, dans le technique ou dans le professionnel. L'autre implantation comporte 400 jeunes, compte 400 jeunes qui suivent tous une formation d'enseignement professionnel en alternance. Ils se trouvent donc à mi-temps à l'école et à mi-temps sous contrat en entreprise. Cette formule, comme on vient de vous l'expliquer, s'appelle un CEFA, Centre d'enseignement et de formation en alternance. Je commencerai par vous rappeler quand même que l'enseignement secondaire aujourd'hui est divisé en 2 grandes étapes. La première de ces grandes étapes mène les élèves jusqu'à la fin du 1er degré, donc jusqu'à la fin de la 2e année secondaire, et permet aux élèves d'acquérir les compétences dites de 14 ans. La période d'école, depuis l'entrée à l'école jusqu'à la fin de ce 1er degré, constitue le tronc commun actuel de l'enseignement belge francophone, jusqu'à 14 ans. Il y a des pays c'est plus long, des pays c'est plus court. Au 1er degré, on vise donc à faire acquérir aux élèves des savoirs et des compétences de base, utiles pour tout un chacun dans sa vie future, quelle que soit la suite de son parcours. Donc ça, jusqu'à 14 ans, fin de la 2e. La seconde grande étape démarre donc en 3e secondaire, et à ce moment-là, les élèves se trouvent devant un choix, un éventail de filières possibles, la transition qu'on vient d'évoquer, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel ou le professionnel en alternance. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur un chiffre qui est généralement peu connu. Si on compte tous les élèves qui sont dans l'enseignement secondaire de la 3e à la 7e année, on observe que la moitié se trouve dans de l'enseignement général
et l'autre moitié dans de l'enseignement technique ou professionnel. On vient d'expliquer que dans l'enseignement général, les classes étaient de 28 à 30 élèves. Vous imaginez, je suppose, que dans l'enseignement technique et professionnel, pour des raisons d'organisation, les classes sont nettement moins nombreuses. Donc s'il y a autant d'élèves dans le général et autant d'élèves dans le technique et le professionnel, comme les classes sont plus petites dans le technique et professionnel, vous voyez tout de suite où il y a plus d'enseignants. Maintenant que ce décor est planté, je vais quand même vous donner quelques caractéristiques, sans être très long, de ces formes d'enseignement. 3 caractéristiques pour découvrir l'enseignement professionnel. Mais clairement, comme le nom l'indique, l'enseignement professionnel est tourné, orienté vers le futur métier du jeune. Les différentes options groupées, c'est comme ça qu'on appelle les orientations dans l'enseignement technique et professionnel, les options groupées autour d'un titre, avec plusieurs cours dedans, portent d'ailleurs le nom du futur métier. On parle par exemple de l'option menuisier ou mécanicien automobile, par exemple. L'élève qui suit un tel enseignement professionnel en plein exercice, bien sûr, bénéficie d'une grille horaire qui est composée environ pour un tiers d'une formation humaniste générale. Pour 2 tiers, il se consacrera à sa formation professionnalisante, à la fois un peu de théorie et puis beaucoup de pratique. J'insiste sur la présence de cette formation humaniste au cœur de l'enseignement technique et professionnel, en particulier professionnel, car on pourrait apprendre un métier en dehors de l'école, où il y a des formations professionnalisantes qui se déroulent auprès d'opérateurs de formation spécialisés. On n'apprend que le métier. C'est très important de savoir qu'à l'école, dans l'enseignement professionnel, ce volet de formation humaniste est essentiel et est composé de cours généraux dont, bien entendu, les enseignants sont issus soit de l'enseignement pédagogique supérieur, soit de l'université. Lorsque les élèves du professionnel se forment à un métier, ils obtiennent leur diplôme de qualification qui permet l'accès à la profession. Mais en fin de parcours, au terme d'une 7e année, l'élève peut également obtenir un diplôme d'humanité générale CESS, certificat d'enseignement secondaire supérieur, qui bien sûr est spécifique à l'enseignement professionnel, mais permet tout à fait aux jeunes de poursuivre une formation de l'enseignement supérieur, très souvent baccalauréat technique par exemple. Troisièmement, les élèves du professionnel peuvent suivre leur formation qualifiante ou bien à l'école ou bien en alternance. En école, ils se forment à la pratique du métier dans des laboratoires ou dans des ateliers. En alternance, ils se forment à la pratique sous contrat en entreprise. Notre CEFA, qui accueille 400 jeunes, les forme à raison de 2 jours par semaine, donc 16 heures de cours. Formation humaniste et un volet technique pour leur apprendre l'ABC du métier ou les perfectionner. Et les 3 autres jours, ils sont sous contrat en entreprise. Ce contrat est supervisé par nos propres accompagnateurs qui vont vérifier que cet apprentissage qui se déroule en entreprise est conforme au programme, faire l'évaluation des élèves avec les tuteurs d'entreprise. Ces accompagnateurs sont des enseignants, comme vous, qui se spécialisent dans cet accompagnement. Résultat pour les jeunes, dans le CEFA que je dirige, je termine tous avec des diplômes qui sont tout à fait équivalents à ceux du plein exercice. Ils ont bien sûr déjà un pied dans le monde du travail et souvent une perspective concrète d'emploi, soit chez la personne qui a formé le jeune, soit chez un de ses collègues. Donc, 3 points, je résume. Dans le professionnel, au sein de l'enseignement, une formation humaniste, un diplôme qui constitue un accès à la profession, mais aussi une possibilité de CESS, et enfin, la formation pratique peut revêtir 2 formes, soit en école, soit sous contrat en entreprise. Quelques mots sur l'enseignement technique. Pour caricaturer, en le comparant à l'enseignement professionnel, je pense pouvoir dire vraiment qu'il est beaucoup plus proche de la transition que de l'enseignement professionnel, même si l'enseignement technique qualifie les élèves, ils obtiennent un titre de technicien en, par exemple, technicien en usinage, technicien chimiste.
Mais à la fin de la 6e technique, ils obtiennent le CESS, le même que dans l'enseignement de transition. Et on constate ces dernières années une tendance chez ces jeunes qui sont dans l'enseignement technique qui est de poursuivre des études supérieures, de plus en plus nombreux à le faire. Il y en a une majorité. Dans ceux qui poursuivent les études supérieures, on constate même qu'un certain nombre non négligeable d'entre eux ne restent pas dans le secteur qui les a formés en humanité. Donc ils ont suivi un parcours en technique, puis ils vont faire des études supérieures dans un tout autre domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un certain nombre de jeunes ont choisi la filière technique d'une manière un peu déguisée comme une transition pour aller vers l'enseignement supérieur. Donc cet enseignement technique fait partie du qualifiant, mais a une vocation de formation générale non négligeable. L'horaire d'un élève de l'enseignement technique, c'est la moitié du temps des cours de formation commune. Ce sont les cours classiques qu'on trouve dans une formation commune d'humanité. L'autre moitié sont des cours de l'option groupée, et même au sein de l'option groupée, il y a une partie non négligeable de formation théorique, et un quart donc restant de la semaine, il le passe à la pratique. L'enseignement technique se caractérise par un aller-retour entre connaissances théoriques et expérience pratique. Et on a un certain nombre de jeunes qui ont vraiment une tournure je dirais, d'intelligence qui les amène à progresser rapidement dans cet aller-retour entre théorie et pratique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, une petite anecdote que je vais vous raconter maintenant. Il y a une petite quinzaine d'années, j'engage une jeune enseignante qui, au moment où je dis on est d'accord, tu viens travailler chez moi, etc., elle me dit oui, mais j'ai un petit problème, c'est parce que je m'étais déjà engagé vis-à-vis d'une autre école. Fort embêté, je téléphone à cette autre école. J'entends un directeur dire des mots que je n'oserais pas vous dire maintenant, une chaise traverser le bureau, parce que c'était le 6e ou le 7e enseignant qui n'arrivait pas à garder. Et pourquoi il n'arrivait pas à le garder ? Parce qu'à l'époque, on les appelait des écoles en discrimination positive. Déjà ça voulait tout dire. Aujourd'hui, moi je parle plutôt des écoles des centres-villes, qui sont des écoles différentes des nôtres, de celles de Marchand-Famenne, de Nivelles, etc. Mais je trouve qu'il y a là, pour un enseignant, vraiment un projet qui est très grand. Pourquoi j'ai dit très grand? Parce que finalement, ces écoles, je les ai un peu visitées à un moment donné, parce que j'ai eu ça dans mes fonctions, en dehors de ma fonction de directeur. Et dans cette école où j'avais entendu la chaise qui traversait le bureau, eh bien, on a commencé à m'inviter régulièrement pour faire passer des examens. Et je voyais arriver quelquefois des enfants qui avaient 13-14 ans, de pays étrangers, qui ne parlaient pas un mot de français quand ils sont arrivés. Et quelque temps après, ils savaient faire aussi bien l'intégrale d'une fonction compliquée que les miens. Et là, on peut se dire qu'effectivement, on a fait évoluer des gens. C'est un véritable projet social qu'un enseignant peut prendre à cœur. Et M. Dilly en parle mieux que moi. C'est pas lui qui a lancé la chaise, c'était son prédécesseur, mais voilà. M. Dilly. Voilà, bonsoir à tous. Merci pour cette introduction, Gilbert. Je pense que tu as tout dit. Donc, je vous remercie pour votre attention et bonne chance. Donc, effectivement, la chaise, c'est pas moi, mais à mon avis, le vocabulaire aurait été le même. Quoique, justement, ces choses-là ont un peu changé dans les écoles. Mais je vais d'abord parler de l'école, donc on les appelle maintenant à encadrement différencié. Et donc, je suis directeur du campus Saint-Jean, une école qui est située à Molenbeek. Donc là, c'est pas normal, ou bien vous ne connaissez pas Molenbeek, parce que normalement, il aurait dû y avoir soit des cris d'effroi, soit... Voilà. Bon, c'est une boutade, c'est pour un peu casser justement l'image qu'ont ces écoles, et notamment l'image qu'en donne le nom de la commune.
pour ça, rapidement, une petite anecdote. L'année passée, nous avions 2-3 fantaisistes dans l'école qui ont été heureusement démasqués, mais après X méfaits. Et ils avaient retrouvé la bonne vieille blague de l'alerte à la bombe. Et donc, ils l'ont fait 3 fois, mais en prévenant la police, ce qui faisait qu'on évacuait école secondaire, école fondamentale et école fondamentale néerlandophone, 1000 élèves dans la rue, 3 fois de suite. On a eu droit à la TV, RTL, TVI, Télé Bruxelles, etc. Certains articles dans les journaux. Parce que c'était Molenbeek. Ici, en janvier, on a fait une marche parrainée pour les sinistrés des Philippines. Et on a écrit quand même, on a envoyé un petit communiqué de presse. On n'a vu personne. À part la Croix-Rouge qui s'est intéressée, enfin, qui nous a remerciés pour les 3 000 €. Sinon, Molenbeek, si c'est pas trash, ça n'intéresse personne. Or, Molenbeek est un endroit où il se passe des choses tout à fait valables, tout à fait louables, et je suis là pour en témoigner. C'est une école de 450 élèves, donc par rapport aux tailles que vous avez entendues dans les interventions précédentes, c'est vraiment très réduit, donc c'est une école plutôt de type familial. C'est une école dans laquelle il y a du premier degré commun et différencié. Alors là, bon, on nous bombarde de dénominations, mais ce n'est pas parce qu'on est une école à encadrement différencié qu'automatiquement on a un premier degré différencié. Encore qu'actuellement, ça a l'air de se dessiner un peu comme ça. On a du premier degré commun, je l'ai dit, un deuxième et un troisième degré de transition générale, un deuxième et un troisième degré de qualification technique, un deuxième et un troisième degré de qualification professionnelle, et aussi, je le considère comme une option, le DASPA, qu'on appelait il y a encore 2 ans les classes passerelles, et qui donc accueille des élèves primo-arrivants qui ne sont pas francisés ou qui le sont en partie ou parfaitement, mais qui permet d'intégrer ces élèves dans le système scolaire. Donc tout ça, avec 450 élèves, ça vous donne une idée du nombre d'élèves par classe. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'options, il y en a une par filière d'enseignement. Il y a environ 80 membres du personnel. C'est aussi une caractéristique des écoles parce que c'est beaucoup en proportion en rapport avec le nombre d'élèves, parce que dans ces écoles, justement, il y a des moyens complémentaires dont je vais parler un petit peu plus loin dans mon intervention. Quel type d'élèves accueillons-nous? Bon, bien, ce sont des élèves du cru, si j'ose dire. Donc, ce sont des élèves qui sont proches de l'école, qui se déplacent difficilement, non pas parce que c'est difficile de se déplacer dans Bruxelles, mais parce que ces élèves ont peur ou hésitent parfois à se déplacer dans le quartier, dans d'autres quartiers. J'oserais dire que parfois ils ne sont pas bienvenus dans d'autres quartiers non plus. Mais ces élèves ne sont pas ce que l'on se représente parfois, des délinquants en puissance ou des élèves qui ne viennent pas à l'école. Bien sûr, il y en a. Mais il y en a dans toutes les écoles. La seule différence, c'est que dans ce type d'établissement, on est en plein dans le rôle social que peut jouer l'école, en plus, bien entendu, du défi scolaire qui nous est imposé, puisque nous avons les mêmes filières sur lesquelles je ne reviens pas que d'autres établissements, avec les mêmes objectifs. Et notre volonté, notre défi est de faire avec ces élèves ce qu'on fait avec d'autres. De faire avec des élèves qui ont un CEB à 55 ou 60%, ce qu'on arrive à faire avec des élèves qui sortent avec un CEB à 80 ou 85%. Donc c'est un défi. L'autre défi, bien sûr, qui est de faire vivre ensemble des élèves d'origines très différentes. Je n'ai plus de chiffres en tête, mais il y a quand même pas loin de 55 nationalités représentées dans l'école. Ça casse aussi l'image d'une école hétérogène, une seule source d'immigration, même si Molenbeek est traditionnellement d'immigration maghrébine depuis quand même pas mal d'années, mais nous avons des élèves qui viennent un peu de tous les horizons. Défi suivant qui est aussi, je l'ai dit, de faire vivre ensemble ces élèves, mais aussi de les réconcilier avec l'école, qu'ils aient une meilleure image d'eux-mêmes, de l'école en général, de leur école en particulier, voire même de leur quartier. Et tous ces défis, eh bien, il faut les relever, et si possible, les relever en équipe. Parce que ça, je pense que c'est un des critères importants dans une école en encadrement différencié, c'est de créer ou d'avoir au sein de l'école des équipes qui ne sont pas toujours évidentes à constituer, parce que parfois, pour une branche, on est seul, mais c'est justement au niveau d'un degré, au niveau d'une section, que c'est en équipe que l'on peut
faire avancer les choses. Et il est possible de faire des choses certainement aussi belles qu'ailleurs. Je ne vous cache pas que c'est une fierté de remettre, par exemple, en fin d'année, des CESS ou des certificats de qualification à des élèves dont certains, on aurait parié qu'ils ne seraient jamais arrivés jusque-là. Et donc c'est une fierté quand même de pouvoir leur remettre ça, sachant que ces élèves ont peut-être pris 1 an ou 2 ans de plus que dans d'autres filières. À côté donc de tous ces élèves, il y a la filière d'ASPA, dont je dis un petit mot maintenant. Cette filière d'ASPA a ceci vraiment intéressant et de motivant, c'est que ces élèves arrivent en septembre ne parlant pas un seul mot de français. Et lorsque vous les rencontrez maintenant, au mois d'avril, à Pâques, vous remettez un bulletin, vous rencontrez des parents. On a besoin des interprètes pour les parents, mais on n'a plus besoin d'interprètes pour ces élèves qui s'expriment dans un français, certes chaotique à certains moments, mais correct. Et c'est quelque chose qui doit ressembler sans doute à ce que ressent un instituteur lorsque, en fin d'année, il constate que les élèves qu'on lui avait confiés savent lire, savent calculer, savent additionner, savent multiplier. On voit un progrès extraordinaire et le défi suivant est d'intégrer ces élèves dans les filières, les classes ordinaires. Donc après 1 an, ils quittent ces classes pour se retrouver dans une 5G, par exemple. Et je disais tout à l'heure l'image de l'école liée au nom de la commune, eh bien, je reprendrai la phrase d'un élève de 5e générale qui, dernièrement, avait été interviewé par une ancienne élève dans le cadre de Molenbeek 2014, qui est une action culturelle qui est menée. Cet élève disait, ben oui, finalement, je suis arrivé ici un petit peu parce qu'on m'a orienté vers le DASPA. Et on lui posait la question, ben, bon, que penses-tu de l'école ou comment est-ce que tu ferais connaître ton école? Et il a simplement répondu, mais pour moi, une bonne école, c'est ce qui se passe dedans, c'est pas l'endroit où elle se trouve. Donc avec ces mots, il avait bien perçu qu'il était bien à l'école et ce qui compte, c'est pas tellement le quartier, mais c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe dans l'école, bien, ça bouge beaucoup, dans tous les sens parfois, mais dans le bon sens du terme. Il y a beaucoup de projets qui sont en route, justement pour accrocher ces élèves, pour les réconcilier avec eux-mêmes. Les écoles en encadrement différencié reçoivent des moyens complémentaires qui sont conséquents, parce que notre école est en classe 1, donc je ne vais pas me plaindre de ce qu'on reçoit en plus pour organiser l'école, pour améliorer l'accrochage scolaire et la réussite, ce qui fait que nous investissons dans des heures, oui, de remédiation, des groupes plus petits, mais aussi énormément de projets, que ce soit culturels, des visites, des voyages, etc., qui nécessitent des investissements de la part des professeurs, mais donc ces professeurs reçoivent des heures aussi de coordination pour animer tout ça et faire vivre l'école, sans doute autrement qu'une école dite ordinaire, mais je vous précise qu'on n'est pas du tout dans un cadre extraordinaire. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de travailler en équipe, avoir de la créativité et surtout accepter de se remettre en question parce que chez nous, plus qu'ailleurs, mais c'est valable partout, rien n'est gagné d'avance et c'est au niveau de cette remise en question et de la relation humaine qu'on entretient avec l'élève qu'on peut arriver à des résultats tout à fait étonnants. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Voilà, intégrer des jeunes qui sont parfois, souvent des étrangers, à vivre dans notre pays, intégrer des jeunes dans les écoles alors que ces jeunes sont en rébellion ou en opposition avec l'école, c'est quelque chose d'important et qui est fait dans ce genre d'école. Mais il y a un autre type d'intégration aussi, qui est l'intégration de personnes qui ont des handicaps, parfois visibles, parfois moins évidents. Donc l'enseignement spécialisé se focalise là-dessus et je crois qu'il est important aussi de vous dire qu'il y a là aussi des tâches d'enseignants à réaliser pour vous, peut-être, dans l'enseignement spécialisé pour créer cette intégration. Monsieur Waterman est directeur de plein d'écoles spécialisées en même temps, donc il va pouvoir vous en parler avec beaucoup de bonheur. On dit parfois qu'on garde le meilleur pour la fin, donc c'est un petit peu dangereux. C'est à vous de juger. Il y a 30 ans, j'étais comme vous à terminer mon agrégation ici à l'UCL. Et une année plus tard, j'étais engagé dans l'enseignement spécialisé. J'étais engagé dans l'enseignement spécialisé et je n'avais jamais entendu parler de l'enseignement spécialisé. Je ne savais pas que ça existait. Nous sommes 29 ans plus tard et j'y suis toujours. Donc je dois commencer par faire une mise en garde. Attention,
Le jour où vous mettez le pied dans l'enseignement spécialisé, vous risquez très fort d'y rester. Non pas parce que vous allez être bloqué, coincé, mais parce que vous allez vous enrichir. Et je crois que parmi vous, il y en a toute une série qui a envie de s'enrichir. Si vous voulez devenir riche, allez dans l'enseignement spécialisé. Mais vraiment riche. Je ne parle pas de richesse financière. On ne va pas dans l'enseignement pour devenir riche financièrement. Je parle de ceux qui veulent s'enrichir humainement. Si je suis toujours dans l'enseignement spécialisé, c'est parce que ça m'a apporté tellement de satisfaction, de joie, de reconnaissance, de remerciement, que je n'ai jamais voulu faire autre chose. Quand vous êtes dans l'enseignement spécialisé, vous n'allez pas vous retrouver devant une classe d'élèves. On a parlé de 28 élèves, on dira 15 élèves dans l'enseignement technique. Dans l'enseignement spécialisé, vous n'allez jamais vous retrouver devant une classe d'élèves à enseigner une matière. Vous allez vous retrouver avec des jeunes. 1, 2, 3, parfois 8, 9. Vous allez vous retrouver avec des jeunes qui, au départ, n'ont pas été très gâtés par la vie, mais qui vont attendre énormément de vous, qui vont compter sur vous pour être tirés le plus loin possible. Vous allez les aider et les voir évoluer, progresser, s'épanouir et les conduire jusqu'à une insertion sociale et professionnelle la plus autonome possible. L'enseignement spécialisé existe en Belgique depuis 1970. Il a été créé pour les jeunes qui, en raison d'un handicap, un mot qu'on utilise très peu, je vous expliquerai après pourquoi, on va dire en raison d'une déficience intellectuelle, physique, un problème de santé, une difficulté comportementale, n'a pas les moyens de suivre l'enseignement ordinaire. Un jeune qui a besoin d'un autre cadre, d'autres méthodes, pour pouvoir progresser et avancer dans les apprentissages vers aussi une insertion en autonomie dans la société. L'enseignement spécialisé est organisé depuis l'école maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Au début, on oriente un jeune qui a des difficultés dans l'ordinaire dans un enseignement d'un certain type. Je ne vais pas passer dans le détail des types, mais il y a donc 8 catégories de déficience de handicap. Et en maternelle et en primaire, on rejoint des jeunes qui ont le même type de, entre guillemets, handicap. Mais je vais plutôt parler du secondaire, parce que moi je suis directeur d'école secondaire. En secondaire, ces types d'enseignement existent toujours, mais ils sont repris dans 4 formes. Donc des types de handicap différents peuvent se retrouver dans une même forme. 4 formes. Je parlerai un peu plus longuement de la forme 3, parce que c'est la forme dans laquelle il y a le plus d'emplois et le plus d'élèves. Mais je commence par la forme 4. La forme 4 est une forme d'enseignement secondaire spécialisé qui a les mêmes programmes que l'enseignement ordinaire. Tout ce que vous avez entendu, enseignement général de transition, enseignement technique de qualification, enseignement professionnel de qualification, tous ces programmes de l'enseignement ordinaire se retrouvent dans l'enseignement spécialisé de forme 4, principalement pour les jeunes qui ont des déficiences d'ordre physique, des handicaps physiques ou des déficiences sensorielles. Un petit exemple, un jeune peut très bien être malvoyant et suivre un cursus complet en latin-grec avec des méthodes d'enseignement adaptées. Et il peut même, après son enseignement secondaire de transition, aller faire des études supérieures universitaires. L'enseignement de forme 4 est donc un enseignement dans lequel on va engager une série d'étudiants qui sortent avec un master en agrégation. Mais c'est un enseignement qui est très très peu organisé. Il y a peu d'élèves en forme 4. Pour différentes raisons, mais une des raisons principales, c'est qu'il existe ce qu'on appelle les projets d'intégration, que j'expliquerai après. Je dirige une école d'enseignement spécialisé
de forme 3 et forme 2. Donc c'est de ça que je vais vous parler un petit peu plus longuement. Sur chacun des sites, j'ai plus d'une centaine d'élèves, 135 d'un côté, 160, 165 de l'autre. Ça fait en tout environ 300 élèves. 300 élèves, une centaine de membres de personnel. On vous a parlé un petit peu des encadrements dans les autres écoles. Ça vous dit aussi le nombre de personnes qui travaillent dans l'enseignement spécialisé, dans des fonctions différentes que je vais un peu expliquer. En dehors de ces 300 jeunes qui suivent les cours chez moi, nous suivons aussi 30 jeunes, 31 exactement cette année, qui sont dans des écoles ordinaires, mais avec une aide d'un enseignant ou d'un paramédical de mon école dans le cadre d'un projet d'intégration. J'en viens à la forme 3. La forme 3 est l'enseignement secondaire spécialisé dans lequel vous allez retrouver plus de 85% des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé. Plus de 85%. L'enseignement de forme 3, c'est le qualifiant propre aux spécialisés. Donc ce sont tous des jeunes qui, malgré une déficience, ont un potentiel d'apprentissage de métier et une possibilité d'envisager une insertion professionnelle dans le monde normal du travail. Forme 3, enseignement professionnel qualifiant spécialisé. Dans cet enseignement, il y a une grande différence par rapport, enfin il y a plusieurs différences, mais il y a quelque chose qui est très important à comprendre et qui est fort différent de l'enseignement ordinaire, c'est que le jeune va suivre un parcours qui va varier de l'un à l'autre et qui a une durée qu'on ne peut pas déterminer au départ. L'enseignement n'est pas organisé en années. L'enseignement est organisé en 3 phases d'apprentissage avec des durées qui varient en fonction des plans individuels, des projets individuels d'apprentissage des élèves. Un jeune peut faire un parcours complet et avoir sa qualification professionnelle dans mon école en 4 ans, et il y en a qui ont parfois besoin de 9 ans. Première notion importante, ces jeunes ne vont donc pas être dans une même classe qui va évoluer d'année en année pour, après 6 ans, être sur le marché du travail. Les élèves vont pouvoir, même en cours d'année, passer d'une phase à l'autre. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire tout de suite qu'un enseignant de l'enseignement spécialisé doit faire preuve de beaucoup de souplesse et d'adaptation. Il a peu d'élèves à prendre en charge, mais il n'a jamais un cours à donner à une classe. Il a chaque fois quelques personnes qui l'accompagnent dans la progression de ce projet d'apprentissage. Nous sommes dans le qualifiant. Dans le qualifiant, entre la première et la troisième phase, il y a une variation, mais globalement, au départ, il y a la moitié de la grille horaire qui est consacrée à la formation générale, la moitié de la grille, et dans la deuxième, la troisième partie, il y a le tiers de la formation qui est la formation générale et le reste qui est consacré à la formation professionnelle pratique. Mais donc, dans le cadre de cette formation de base, même si au départ, le master avec agrégation n'est pas le premier titre qui est fait pour ça, moi je n'étais pas fait pour ça, je ne savais même pas que ça existait, on peut donner tous ces cours généraux à des personnes qui ont fait un parcours comme le vôtre. En dehors de ces enseignants qui vont avoir des petits groupes d'élèves, il y a aussi des jeunes. Ça marche ? Il y a aussi des jeunes qui, à un moment donné, pendant leur parcours, ou à la fin de leur parcours, quand le parcours n'a pas été trop long, vont avoir la possibilité de rejoindre l'enseignement ordinaire avec ce qu'on appelle un projet d'aide à l'intégration. Et j'ai une série d'enseignants qui n'ont pas que des prestations à faire dans mon école, qui ont des prestations à l'école et qui, pendant une partie de leur temps, sont quelques heures dans des écoles ordinaires à accompagner des jeunes qui ont été au départ dans le spécialisé et puis qui, après, ont fait le pas de rejoindre l'enseignement ordinaire et continuent, mais avec une petite aide individualisée. Vous avez entendu parler de l'enseignement qualifiant de plein exercice. Monsieur Antoine vous a parlé du CEFA, de l'enseignement en alternance. Dans l'enseignement spécialisé, ça s'organise aussi. J'ai une partie de mes élèves qui, dans la dernière phase de leur formation, la troisième phase, sont
en alternance. 3 jours semaine, ils travaillent en entreprise et ils viennent 2 jours à l'école pour des cours. En entreprise, ils sont aussi suivis par des membres du personnel qui les connaissent dans le cadre de leur formation en entreprise. Donc il y a des élèves qui suivent un parcours complet normal chez moi, des élèves qui suivent une partie, puis qui vont en ordinaire et qui continuent un parcours avec une aide à l'intégration. Et il y a des jeunes qui ne sont pas dans le plein exercice jusqu'au bout de leur parcours scolaire, mais qui font la dernière partie dans le cadre d'un enseignement en alternance. C'est en gros ce qui se passe dans l'enseignement de forme 3. Nous avons ensuite l'enseignement de forme 2. Forme 2, c'est la deuxième forme dans laquelle on va trouver le plus grand nombre d'élèves. Forme 4 et forme 1, c'est là qu'il y en a le moins. La forme 2, on est là dans un enseignement qui n'est plus un enseignement qualifiant, mais un enseignement d'adaptation sociale et professionnelle. On a là donc des jeunes qui auront toujours besoin d'un accompagnement dans leur vie sociale ou professionnelle. Au départ, cet enseignement est organisé de manière à pouvoir permettre aux jeunes qui en sortent d'aller rejoindre aussi le monde du travail dans le cadre de ce qu'on appelle les entreprises de travail adaptées, autrefois les ateliers protégés. Je dis, c'est ce qui est normalement prévu. La réalité du monde professionnel est tout à fait différente. Quand je visite les entreprises de travail adaptées, eh bien, je vois qu'il n'y a pas la majorité du personnel qui vient d'un enseignement spécialisé de forme 2. Dans mon école, il y a 15 à 20% des jeunes de l'enseignement de forme 2 qui vont rejoindre une entreprise de travail adaptée pour travailler. Les 80% vont avoir un autre projet d'insertion que nous préparons aussi avec eux. Projet d'insertion qui peut aller de l'accueil dans ce qu'on appelle un centre de jour. C'est un centre qui organise des activités dans lesquelles le jeune ne sera pas rémunéré pour ce qu'il fait, mais dans lequel le jeune va quand même réaliser quelque chose qui l'épanouit, qui lui plaît. Une série d'activités qu'il aura au départ exercées dans mon école. Ça peut être aussi une insertion professionnelle avec des contrats d'aide via la WIP ou via l'organisation phare en région bruxelloise. Il y a donc des contrats spéciaux pour les jeunes qui viennent de l'enseignement spécialisé de forme 2 et qui sont moins rentables, mais pour lesquels le patron a donc une compensation financière quand il les engage. Et puis, il y a aussi des jeunes que l'on prépare à exercer des activités bénévoles dans des ASBL, en fonction aussi de certaines qualités, capacités qu'on a développées dans l'école. Donc, enseignement forme 2, enseignement d'adaptation sociale et professionnelle. Et puis, un petit mot quand même sur la forme 1, parce que ça existe aussi. La forme 1, là, on est dans un enseignement où le jeune a des déficiences plus importantes. Et le jeune ne va pas acquérir des compétences, mais on va travailler uniquement avec ces jeunes-là, donc les jeunes qui ont des handicaps plus importants. On va travailler à l'éveil, à l'autonomie dans le quotidien. C'est aussi une population qui n'est pas très nombreuse. Mais que ce soit en forme 1, en forme 2, en forme 3 ou en forme 4, dans toutes ces formes d'enseignement, on peut engager des personnes qui ont fait un parcours qui n'est pas au départ le parcours qui est prévu pour travailler dans l'enseignement spécialisé. Petite parenthèse, je vous ai dit que j'ai une centaine de membres du personnel dans mon école. Sur cette centaine de membres du personnel, il y en a 3 qui ont suivi une formation qui est destinée à travailler dans l'enseignement spécialisé. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais pour vous dire qu'il n'y a absolument pas une filière de formation qui prépare à ça. Alors comment est-ce qu'on se débrouille? Eh bien, on se débrouille grâce à l'équipe. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important que je dois vous dire. Quand on travaille dans l'enseignement spécialisé, on ne peut pas être quelqu'un qui a envie de travailler tout seul, de préparer son petit machin, son petit cours à lui tout seul dans son coin. Il faut pouvoir travailler en équipe avec des collègues. Il y a d'ailleurs une partie des prestations qui ne sont pas des prestations de cours, mais qui sont des heures de travail d'équipe, des heures de rencontre. Les gens doivent travailler en équipe. Et c'est donc le groupe, l'équipe, qui prépare, qui aide, qui accompagne l'enseignant qui rejoint une équipe d'enseignement spécialisé. Je pourrais encore dire tas de choses, mais je crois que j'ai dit un peu l'essentiel. Ceux qui ont ensuite des questions... J'ai déjà été trop long. Oui, mon Dieu. Puis je peux encore répondre aux questions après. Voilà.
Ils sont tous les mêmes et c'est chaque année la même chose. Je leur donne la parole 3 minutes et ils en prennent 12. Et après, le temps qu'on aura à vous rencontrer va diminuer. Mais c'est vrai que, et ça j'espère que vous l'avez senti, quelle que soit la forme d'enseignement, quel que soit le type d'école qu'on vous a présenté, il y a chez les directeurs et chez les enseignants une véritable passion pour leur métier et j'espère que vous ressentirez un jour cette passion-là aussi. Et je voudrais, avant de passer la parole aux 2 derniers intervenants, rappeler aussi ceci. Vous allez entrer dans un nouveau métier, dans un nouveau monde, le monde professionnel. C'est évidemment inquiétant. C'est peut-être aussi pour ça que quelquefois on voit des enseignants qui essayent, et ça ne marche pas, parce que quelque part, on a les moyens de vous garder, c'est ça que je veux dire. D'une part, effectivement, le travail en équipe dont parlait M. Waterman dans son école d'enseignement spécialisé, c'est une réalité partout maintenant. Je veux dire, quand vous allez entrer dans une école, vous n'allez pas seulement rentrer dans une école, vous allez probablement rentrer dans une équipe d'un degré, dans une équipe de profs de français, dans une équipe de profs d'histoire, etc. Et ils sont là d'abord pour vous soutenir. Ça va ? Et au-delà de ce que l'on fait dans les écoles pour vous accueillir et pour vous guider dans votre métier, il y a des aides qui peuvent se trouver, notamment dans les CEDES. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons 2 représentants de CEDES auxquels je vais laisser la parole pour vous dire, aussi comment vous faire connaître, 2, parce que quelquefois, quand je ne trouve pas, il m'arrive de téléphoner au CEDES en disant « j'ai pas trouvé et je cherche un prof de maths ». D'accord ? Et quand je ne trouve pas, effectivement, il y a là moyen de centraliser toute une série de demandes. Madame Delex et Monsieur Balbeur, je ne sais pas comment vous avez organisé vos interventions, puisque cette année-ci, nous avons 2 régions représentées. Je vous en prie. Bien, bonjour à tous. C'est agréable de voir autant de jeunes présents et enthousiastes pour l'enseignement. J'espère que le brouillard s'est un peu dissipé et que la vision de l'école que vous aviez en arrivant ici, se basant sur votre expérimentation, sur ce que vous aviez vécu vous comme école, eh bien s'est élargie et a pris plein de couleurs. Et je vais quand même me permettre une anecdote, même si le temps tourne. À titre personnel, j'ai fait le droit et j'ai commencé comme avocat. Et je suis entrée dans l'école alors que j'étais avocate depuis à peu près 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai abandonné le palais de justice et je suis toujours dans les écoles. C'est vous dire que quand l'enseignement vous tient, il vous tient bien. D'ailleurs, vous voyez que tous les directeurs que vous avez vus passer avaient un enthousiasme débordant et qu'ils étaient fiers de leurs équipes, de leurs élèves, de leur école, et même qu'ils faisaient équipe entre eux comme directeurs. Alors, le niveau où nous nous situons, voilà, j'ai 2 aspects. Notre présentation a 2 aspects. D'une part, et on va être un tout petit peu redondant, mais on va passer très rapidement, comment postuler, et d'autre part, quels services les services diocésains peuvent vous apporter. Alors, vous savez que la Belgique est un peu compliquée, que la communauté française connaît des réseaux différents. Ici, nous sommes dans l'enseignement libre, il y a de l'enseignement officiel à côté, et dans l'enseignement libre, vous avez de l'enseignement confessionnel et de l'enseignement non confessionnel. Ici, l'ensemble des directeurs qui ont présenté leurs établissements font partie de cet enseignement confessionnel. Alors, la particularité, on vous l'a déjà dit, c'est vous postulez dans chacun des établissements. Il y a 20 ans, si vous vouliez postuler dans chaque établissement secondaire en communauté française, vous pouviez écrire 400 lettres manuscrites, puisqu'à l'époque, tous les directeurs demandaient évidemment une lettre de motivation manuscrite, et mettre 400 timbres. Aujourd'hui, les boîtes mail vous permettent d'inonder les directeurs tout de suite. Donc, il reste bien sûr, de façon privilégiée, la voie de la rencontre directe avec les directeurs. Néanmoins, revenons à la partie francophone est divisée en 4 diocèses. Et donc, il y a un échelon intermédiaire qui coordonne l'ensemble des écoles. Et à ce niveau-là, M. Balbeur est là pour le diocèse de Namur. Je suis trop loin du micro ?
Il existe un diocèse du Hainaut. Donc si vous êtes de cette région-là, vous pouvez vous adresser au diocèse du Hainaut. Et si vous êtes de Liège, il y a également le diocèse de Liège. Et moi-même, je représente le diocèse de Bruxelles et du Brabant wallon. Et vous pouvez, on peut passer à la diapositive suivante, nous coordonnons, c'est-à-dire que nous recevons l'ensemble de vos CV sur nos sites. En tout cas, à Bruxelles-Brabant-Wallon, M. Balber vous présentera pour Namur. Et nous sommes en contact direct avec les écoles. Et vous pouvez déposer votre CV, il est à destination des directeurs qui peuvent le consulter, soit maintenant, soit au mois de septembre, soit en cours d'année quand il y a des intérims. Vous serez peut-être engagé à temps relativement court. Eh bien, en cours d'année, c'est peut-être là que nous sommes les plus utiles. À cette saison-ci, contactez directement les directeurs. Mais dans le courant de l'année, c'est plus difficile. Donc, contactez-nous. Nous recevons les appels des directeurs qui nous disent « on a besoin d'un intérim de mathématiques pour 3 semaines, un professeur s'est cassé le pied, une jeune femme est enceinte ». Et donc, à ce moment-là, vous nous contactez et nous diffusons à l'ensemble des établissements qui sont sur le territoire de notre diocèse. À Namur, un service un peu particulier a été mis sur pied depuis cette année et M. Balber va vous présenter. Voilà, donc pour le CEDES, j'insiste quand même, Namur-Luxembourg, donc ça reprend tout le diocèse, donc les 2 provinces Namur et Luxembourg, a été créé cette année à l'initiative des directions un nouveau service qui s'appelle le service recrutement. Donc c'est un service qui vous intéresse en premier chef, si du moins vous êtes intéressé par ces belles provinces aux trappistes nombreuses. Alors, le premier objectif du service, c'est d'apporter une aide aux directions d'écoles, donc de ces 2 provinces, donc toujours des écoles de l'enseignement libre confessionnel, qui cherchent à pouvoir des emplois en début d'année, mais très souvent aussi, comme l'a dit Madame Delex maintenant, en cours d'année. De quelle manière les choses sont-elles organisées? Le service centralise les candidatures et répond aux besoins des écoles qui recherchent des candidats ayant un profil particulier. Par exemple, une école contacte le service en disant « voilà, j'ai besoin d'un AESS en mathématiques », puisqu'on parle des mathématiques, voilà, pour un remplacement de congé de maternité de 15 semaines, de telle période à telle période, voilà. Et en fonction des CV dont on dispose dans le service, eh bien, on renseigne les écoles et les écoles contactent les candidats. Ce sont toujours les directions, bien entendu, qui engagent. Ce n'est pas le service. Alors, le deuxième objectif est un objectif de soutien à l'entrée en fonction. Donc, un soutien aux enseignants débutants, de multiples façons. Soit, par ce qu'on vient de dire précédemment, la planification des intérims. Donc, on se retrouve parfois avec un mi-temps pour très peu de temps et puis on ne sait pas ce qu'on va avoir après. Eh bien, le service essaye de goupiller les intérims pour éventuellement pouvoir faire une offre d'emploi plus longue, pourquoi pas sur l'année scolaire. Par des rencontres individuelles également, l'entrée en fonction n'est pas toujours évidente. Certains éprouvent des difficultés de gestion de classe, des difficultés d'intégration à l'équipe pédagogique, ça peut être des difficultés d'organisation. Il est parfois difficile d'aller trouver son directeur ou ses collègues pour en parler parce qu'on a peut-être peur un peu d'être jugé. Eh bien, une manière peut-être de trouver de l'aide est de contacter le service recrutement qui articulera avec les autres services du CEDES qui sont des services de médiation, d'accompagnement pédagogique, etc. Le troisième objectif vous concerne un peu moins puisque vous êtes agrégé de l'enseignement, c'est d'apporter une aide aux candidats qui envisagent une réorientation vers l'enseignement. Madame Delex disait tout à l'heure, voilà, elle était avocate, elle est revenue vers l'enseignement. Pas mal de personnes ont ce projet professionnel, mais ne savent pas quelle démarche réaliser, ne savent pas comment obtenir un certificat d'aptitude pédagogique ou une agrégation. Eh bien, c'est le troisième objectif du service. Alors, très concrètement, si vous êtes intéressé, bien entendu, par la remise de candidature au service, eh bien, je tiens à votre disposition un dépliant qui a été publié par le service. 2 possibilités.
soit des formulaires en ligne sur le site du CEDES NALUX. Il y a un formulaire de dépôt de candidature et un formulaire de mise à jour de candidature, hein, parce que forcément votre carrière professionnelle va évoluer au fil du temps. Mais je ne vous cache pas que la voie que je préfère, c'est encore le courriel, parce qu'un courriel permet d'être précis, de bien expliquer sa situation, ses besoins, ses demandes, et de joindre des pièces, comme par exemple un CV ou une lettre de motivation. Voilà, je me tiendrai aussi à votre disposition par la suite, si vous voulez des renseignements plus concrets et toutes les coordonnées du service. Alors, ce qui a été abordé maintenant, c'est la question du recrutement. Au moment de l'entrée en fonction, à plusieurs reprises, mes collègues ont parlé d'équipe. Comme enseignant dans une classe, le plus souvent, vous serez seul, même s'il existe de plus en plus de classes où 2 enseignants travaillent ensemble avec un groupe d'élèves. Et pourtant, vous n'êtes pas tout seul. Au début de l'année, pour tous ceux qui seront engagés dans les écoles de notre réseau, et ça vaut pour tous les CEDES, pour tous les diocèses, vous serez invités à une journée d'accueil. Une journée au cours de laquelle vous aurez l'occasion, ce sera début octobre, vous aurez déjà l'occasion de partager vos expériences du premier mois, de venir avec des expériences positives et aussi avec les premières difficultés que vous aurez rencontrées. Au sein de chaque école, vous aurez certainement reçu un parrain ou quelqu'un qui va vous accompagner dans vos premiers pas dans l'école. Néanmoins, oser dire ces difficultés est parfois en soi une difficulté, surtout quand c'est au sein de l'établissement avec des collègues. La crainte d'être jugé persiste bien souvent, même si c'est un tort, même si vous avez tout intérêt à partager, et au plus vite. Eh bien, la première journée, au mois d'octobre, ce sera une occasion pour vous de vous rencontrer, de vous retrouver peut-être, tout en exerçant dans des établissements différents, et de partager une situation difficile et d'entendre ce que les autres ont comme ressources pour vous permettre de vous confronter à nouveau à cette situation et de relever le défi. Et tout au long de l'année, nos conseillers pédagogiques sont là, soit pour répondre à votre demande. À ce moment-là, vous vous adressez à eux, vous leur envoyez un courriel, vous aurez reçu leur numéro de téléphone et ils peuvent vous accompagner individuellement, répondre à vos questions, vous donner des outils, ou parce que vous viendrez dès mercredi, tout au long de l'année, sur les différentes thématiques qui sont là. Alors ça peut être la gestion de la classe, ça peut être animer 50 minutes de cours, ça peut être faire à un moment donné, ça sera un petit peu plus loin dans l'année, aux alentours de Pâques, faire le point sur le déroulement de l'année et préparer les conseils de classe. Et chacune des rencontres à laquelle vous aurez assisté vous sera capitalisée, parce que vous savez qu'il y a une formation continue obligatoire pour les enseignants. Eh bien, ces journées-là seront comptabilisées comme journées de formation pour cette année-là. Donc, n'hésitez pas à nous... Alors là, j'avais fait un détail, on va avancer de façon à vous permettre de rencontrer les directions. On va avancer encore un petit peu. Simplement, voilà, la personne à contacter. Et l'année dernière, je crois qu'on avait mis le PowerPoint sur le site, ce qui avait permis que vous retourniez au PowerPoint, chercher les informations au moment où elles sont le plus opportunes pour vous. Vous avez là la personne de référence qui est Jean Gossens, ses coordonnées téléphoniques et les références du CEDES de Bruxelles-Brabant-Wallon. Vous aviez celle de Namur et on peut certainement aussi vous communiquer celle de Liège et du Hainaut si c'est pertinent pour vous. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin d'année, une belle réussite à chacun et une entrée dans le métier pleine de satisfaction. Voilà. Encore une fois, merci à vous d'être venu. Merci à Guylain, parce que Guylain, il dit jamais rien, mais c'est un acteur essentiel, Monsieur Carlier, de cette soirée. Donc merci à Monsieur Carlier.
C'est vrai que c'était pas très visible, mais je vous conseille une petite chose. Si jamais vous voulez aller voir ce qui se passe dans les CDS, vous allez Google CDS et on y arrive sans problème et vous allez trouver toutes les informations. Donc on vous retrouve dans les salles. Vous avez eu les petites fiches sur vos fauteuils dans les minutes qui viennent. Merci à vous, merci à tout le monde, merci aux directeurs d'être toujours aussi passionnés et passionnants pour leur métier. Merci à vous.